Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette capsule de Sprint de Science où aujourd'hui nous allons vous faire passer au travers de différentes étapes de la démarche scientifique pour pouvoir répondre à une question scientifique. Mais tout d'abord, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Claire-Cécile Juaz et je suis étudiante au doctorat à l'Université de Moncton et j'étudie l'écologie arctique. Vous pouvez voir sur cette carte le cercle rouge qui vous localise le Moncton, là où se situe mon université. Puis en fait, c'est juste pour vous aider à vous localiser, vous et votre école, par rapport à mon université. Moi, mon équipe, elle est pas très grande. C'est quelques étudiants à la maîtrise et au doctorat, mais on est super dynamique et très diversifié. Certains étudiants vont se focaliser sur les insectes, d'autres sur la végétation, ou encore d'autres vont étudier les animaux, les oiseaux, comme c'est mon cas. Moi, mon animal central dans ma recherche, c'est la grande oie des neiges. Et puis, pour vous faire passer au travers des étapes de la démarche scientifique, on va imaginer une question sur cet animal. À savoir, je vous propose la question suivante, est-ce que les changements climatiques ont un impact sur la population de la grande oie des neiges? Quand on étudie la variation d'une population d'une espèce animale, on va tout de suite penser à sa reproduction. Puisque si cet animal se reproduit bien, ça va engendrer beaucoup de nouveaux individus qui vont venir faire augmenter cette population. À l'inverse, si cet animal se reproduit peu, on va avoir peu d'individus qui vont venir faire grandir la population et donc au fil du temps, cette population va diminuer. Maintenant, pour répondre à cette question, je vais vous détailler les différentes étapes au travers desquelles nous allons passer dans cet atelier. Donc, tout d'abord, première étape très importante, c'est le bilan des connaissances. Le bilan des connaissances sur les sujets qui sont centraux à la question. Donc, les changements climatiques et la reproduction de la grande oie des neiges. Une fois qu'on a fait ce bilan-là, qu'on a tout bien compris, on va pouvoir émettre les hypothèses. Émettre des hypothèses, c'est comme essayer de répondre dans un premier temps à la question. C'est quoi votre feeling basé sur vos connaissances? Donc oui, non, on va avoir des impacts des changements climatiques. Pourquoi, comment est-ce que la population va augmenter, diminuer? Ce qui est très important ici, c'est de justifier votre réponse avec les connaissances que vous avez acquises en amont. Suite à ça, nous allons jouer dans les données pour pouvoir faire des analyses et ensuite émettre des conclusions qui vont pouvoir permettre de valider ou non nos hypothèses. Et enfin, on va passer aux recommandations pour pouvoir transmettre nos messages aux personnes autour de nous. Donc on va commencer tout de suite avec notre première étape de la démarche scientifique, donc faire le bilan des connaissances sur la grande oie de neige et sa reproduction, mais aussi les changements climatiques. On va commencer tout de suite par la reproduction de la grande oie des neiges. Ici, je vous ai mis une carte, la carte de l'Amérique du Nord. Pourquoi? C'est juste pour vous illustrer le fait que la grande oie des neiges, c'est une espèce d'oiseau migrateur. Migrateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pendant l'hiver, elle va passer une période de sa vie à un endroit. Ici, pour la grande oie des neiges, ça va être la côte est des États-Unis, comme vous pouvez le voir en vert sur la carte. Et puis, à chaque printemps, elle va aller emprunter en fait une route migratoire, c'est-à-dire qu'elle va voyager tout le temps au travers de cette route-là, pour rallier des territoires plus au nord. Ça va être son aire de nidification, son aire en fait de reproduction que vous voyez en jaune sur la carte et qui se situe pour elle en Arctique. Une fois qu'elle va arriver sur son site de reproduction, elle va présenter des comportements successifs qui vont être toujours les mêmes chaque année. Première étape, elle arrive sur son site de reproduction, elle va manger énormément. C'est une phase d'alimentation intensive. Pourquoi? Parce que la migration, imaginez-vous bien, c'est un oiseau qui va voler quasiment tout le temps pendant plusieurs semaines. Donc ça va lui demander énormément d'énergie. Donc là, la première chose qu'elle doit faire en arrivant, c'est de récupérer toute cette énergie qu'elle a perdue. D'autant plus que va suivre le début de sa reproduction. Et la reproduction, c'est quelque chose qui demande aussi énormément d'énergie. Vous allez voir, je vais vous montrer ça, la reproduction, ça se divise en trois phases. La première phase, c'est la phase d'initiation. La phase d'initiation, la femelle va trouver l'endroit où elle va faire son nid, et puis elle va commencer à pondre ses œufs. Elle va pondre un œuf par jour. Dès qu'elle aura pondu cet œuf-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va refermer son nid, cacher ses œufs, et puis elle va continuer à manger énormément. Parce que rappelez-vous, la migration, c'est beaucoup d'énergie, mais la reproduction aussi. Après la phase d'initiation, on va avoir la phase d'incubation.
Donc là, c'est le moment où la femelle va rester tout le temps sur son nid. Ça représente plus de 90% du temps où elle va rester à couver ses œufs. C'est impressionnant. La seule chose qu'elle va faire pendant cette période-là, pendant ces semaines-là, ça va être juste de sortir de son nid uniquement pour boire. Ça veut dire qu'elle va arrêter de manger. C'est une période de jeûne. Donc là, vous comprenez d'autant plus pourquoi la reproduction demande énormément d'énergie. Parce qu'elle arrête de manger, tout simplement. Après la période d'incubation, on va avoir la période d'éclosion. Donc c'est les poussins qui naissent finalement. Puis là, ce qui est très intéressant à savoir, c'est que cette période-là de naissance des jeunes va être suivie encore une fois par une période intensive d'alimentation. Pourquoi? Parce que les adultes vont devoir récupérer toute l'énergie qu'ils ont mis dans la reproduction pour pouvoir repartir dans le sud, parce qu'il existe aussi une migration d'automne. Il faut retourner dans les territoires du sud pour l'hiver. Et puis, les poussins aussi vont devoir manger énormément, parce qu'eux, ils ont juste quelques semaines pour passer du stade du petit poussin tout fluffy, jaune, vraiment cute, que vous voyez sur la photo, à des oiseaux beaucoup plus grands avec des plumes et qui vont pouvoir voler tout le trajet du retour. Ici, je vous présente une autre diapositive pour vous illustrer où se situe le site, un des sites principaux d'études de la Grande Oie des Neiges. Il se situe à l'île Bylot, qui est au nord de l'île Baffin, et c'est dans les territoires de l'Arctique canadien. Ce site d'études est exceptionnel et j'ai eu la chance de passer 3 saisons de terrain là-bas, donc c'est-à-dire 3 fois 3 mois pendant l'été. Puis là, je vais prendre juste quelques minutes pour vous montrer quelques diapositives pour vous présenter ce site d'études, voir comment c'est réellement là-bas en Arctique. Donc cette photographie, on se situe en fait dans le centre de la colonie de reproduction de la Grande Oie des Neiges. Puis là, j'aurais envie de vous demander, est-ce que sur cette photo, vous voyez des oies? Donc si vous avez remarqué des petits points blancs sur la photo, vous êtes très bon. Si vous ne les avez pas vus, vous êtes comme moi. Moi, éventuellement, je ne les avais pas vus. Mais je vous ai aidé un peu ici pour les repérer, les carrés rouges. Et dans chaque carré rouge, vous avez une oie, mais je n'ai pas mis des carrés rouges sur toute la photo. C'est juste un début. Tout ça pour vous dire qu'une oie, c'est un nid. Puis vous pouvez constater facilement sur cette photo qu'on a beaucoup de nids et donc beaucoup de travail à faire si on veut suivre la reproduction de cette espèce d'oiseau-là. Ici, c'est une photo pour vous montrer à quoi ressemble la station de recherche. Donc, à l'île Bylot, cette station de recherche, c'est une des stations de recherche les plus au nord en Arctique. Ici, vous pouvez voir un bâtiment en dur, c'est une structure qui va rester ici pendant toute l'année durant, donc été comme hiver. Puis vous avez également la grosse clôture tout autour, une clôture électrique qui nous protège de la visite inopinée d'ours polaires éventuellement. On considère que cette station de recherche est dans un milieu isolé parce qu'elle se situe à environ 60 km de la dernière communauté inuit. Donc 60 km, vous allez me dire, c'est quand même pas très loin. Mais là, c'est sans considérer le fait que déjà vous êtes sur une île, donc vous avez une partie d'océan à traverser. Mais une fois que vous êtes arrivé sur l'île, vous avez également plusieurs rivières qui font plusieurs kilomètres de large chacune, éventuellement des glaciers dépendamment du chemin que vous voulez prendre. Et puis le paysage est quand même assez accidenté. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc finalement, pour aller de la communauté à cette station de recherche, ça vous prend un hélicoptère ou un petit avion qu'on appelle des twins qui peuvent atterrir à peu près n'importe où. Comme je vous le disais plus tôt, moi j'ai eu la chance de faire 3 saisons de recherche là-bas qui duraient 3 mois. Donc c'est 3 mois où vous vivez tous les jours à cet endroit-là sans retourner à la communauté. Ici, je voulais vous montrer d'un peu plus près comment se présentait la station de recherche à l'intérieur du bâtiment. Donc à gauche, vous avez la cuisine qui est assez étroite. Puis quand vous passez la cloison sur votre droite, vous allez vous retrouver dans le bureau. Et dans ce bureau-là, on pourrait aller dans le pic de la saison jusqu'à 15 à 18 chercheurs, chercheuses qui sont présents ici. Donc il faut vraiment apprendre à vivre en communauté et à l'étroit. Mais vous avez toujours l'opportunité de vous retrouver dans votre chambre, qui est finalement une tente, et profiter de la vue magnifique éventuellement que vous pouvez avoir. Finalement, cette expérience, pour moi, c'était une expérience exceptionnelle parce que ça nous permet d'avoir la chance de côtoyer différents étudiantes à la recherche, de différentes disciplines, des chercheurs et des chercheuses aussi, qui permettent d'avoir des discussions vraiment super intéressantes, très diversifiées. Et puis, avec ces conditions-là d'isolement puis de terrain,
En général, vous sortez de la saison avec une nouvelle famille parce que vous pouvez tisser des liens très étroits avec les personnes qui passent du temps avec vous sur cet endroit-là. Donc après avoir vu quelques photos qui vous présentaient la station de recherche, je vous propose de continuer à faire le bilan de nos connaissances pour répondre à notre question au travers des différentes questions. Donc votre enseignante va vous distribuer une fiche. Ces questions vont tourner autour, encore une fois, de la reproduction de la grande oie des neiges, mais aussi des changements climatiques. La première question va concerner les habitats de reproduction de la grande oie des neiges. À votre avis, dans quel habitat elle va préférer installer son nid? Est-ce que ce serait plutôt la toundra humide, qui va être caractérisée par beaucoup d'eau, et puis au niveau de la végétation, ça va plus ressembler à de l'herbe, en fait? Ou est-ce qu'elle va préférer la toundra sèche, où il y a vraiment très rarement de l'eau dans cet espace-là, et puis la végétation, ça va être principalement de la mousse? Ou encore, est-ce qu'elle va préférer établir son nid dans la forêt? Alors, je vais vous laisser quelques secondes pour répondre à cette question. Eh bien, en fait, à cette question, on va avoir deux réponses. La grande oie des neiges va pouvoir installer son nid dans la toundra humide, mais également dans la toundra sèche. Puis, juste pour votre information, là où la grande oie des neiges se reproduit, nous sommes dans le haut Arctique, et il n'y a plus d'arbres du tout. Donc elle ne peut pas établir son nid dans la forêt. Ici, je vous ai mis une photo pour vous donner une idée plus précise de comment se présente la toundra humide et la toundra sèche. Au centre, vous voyez, il y a beaucoup d'eau, peu de terre, c'est la toundra humide. Mais les oies arrivent malgré tout à établir leur nid dans cet endroit-là. On va les trouver en un plus grand nombre. Elles vont être plus concentrées dans ces zones-là. On va également les retrouver dans la toundra sèche. Donc, comme je vous disais, on le voit très bien, il n'y a pas du tout d'eau, beaucoup plus sec, c'est de la mousse, la végétation. Les oies peuvent établir leur nid ici aussi, mais elles vont être plus espacées dans le paysage. Donc, la deuxième question va concerner le régime alimentaire de la grande oie des neiges. Donc, qu'est-ce qu'elle va préférer manger? Est-ce que, d'après vous, elle va être herbivore, granivore ou omnivore? Puis là, si je peux vous donner un petit indice, je vous conseillerais de regarder de plus près le bec de cet oiseau. Donc, je vais vous laisser encore une fois quelques secondes pour réfléchir et répondre à cette question. Eh bien, la grande oie des neiges, c'est un oiseau qui est herbivore. Et en fait, l'écran que vous pouvez voir sur son bec, en fait, ça va la rendre très efficace pour arracher l'herbe et la brouter. Son herbe préférée, du moins ses herbes préférées, appartiennent aux graminoïdes. C'est des herbes qui sont finalement caractérisées par des longues tiges, des feuilles qui vont être effilées. Et ces deux préférées, ça va être l'herbe à coton et l'herbe de la toundra. L'herbe à coton, c'est vraiment magnifique à voir quand ces plantes-là fleurissent. Ça vous donne vraiment l'impression qu'il y a plein de boules de coton partout dans la toundra. C'est assez incroyable. Puis bon, l'herbe à toundra, elle a un aspect plus classique de l'herbe que vous pouvez retrouver dans votre jardin, par exemple. La prochaine question va se préoccuper du prédateur de la grande oie des neiges. Un prédateur, c'est un animal qui mange un autre animal. Puis quand vous voulez regarder la reproduction d'une espèce proie, donc d'une espèce animale qui se fait manger par une autre espèce, c'est vraiment très important de considérer leur prédateur. Parce que vous comprenez que si le prédateur mange beaucoup de notre espèce proie pendant sa reproduction, eh ben, la population elle va avoir vraiment difficulté à augmenter parce que la reproduction se passe très mal. Donc ici, je voulais vous demander votre avis sur le prédateur principal de la grande oie des neiges. Est-ce que selon vous, ça va être l'ours polaire? Ou alors est-ce que ce serait la tique, qui est vecteur de la maladie de Lyme, je vous le rappelle en passant? Est-ce que ce serait plutôt le renard arctique ou encore le goéland? Je vais encore une fois vous laisser quelques secondes pour réfléchir à ça, puis je vais revenir avec vous pour vous donner la réponse. Donc ici, vous avez deux réponses, parce qu'il y a des informations intéressantes à avoir. Il n'empêche que le prédateur principal de la grande oie des neiges, c'est le renard arctique. Le renard arctique, c'est un renard qui est comme plus petit que le renard roux. Et en fait, il ne va pas s'attaquer directement aux adultes, mais il va plutôt viser les œufs ou les poussins. Parce que les adultes oies
peuvent être plus grandes que lui. Donc il ne va pas se frotter à un animal plus gros que lui. Une chose qui est intéressante à savoir, c'est que le renard arctique est plus efficace dans les milieux secs que dans les milieux humides. Parce que rappelez-vous, l'oie, elle peut se reproduire dans ces deux milieux-là. Effectivement, dans les milieux humides, en fait, le renard va être moins rapide, il va courir moins vite pour aller récupérer les œufs. Et puis ça, c'est vraiment essentiel pour lui pour ne pas se faire attraper par les oies qui reviennent défendre leur nid. Ensuite, après le renard arctique, on va avoir d'autres prédateurs, ça va être les prédateurs aviaires. Un prédateur aviaire, en fait, c'est un oiseau qui va manger d'autres espèces animales. Et puis, on va retrouver en Arctique le labe, que je ne pense pas que vous ayez déjà vu, mais vous avez sans doute déjà vu le goéland et le corbeau. Donc ces trois espèces-là, ce sont aussi des espèces migratrices qui, en hiver, vont être plutôt dans le sud et en été, vont aller dans le nord pour eux aussi se reproduire. Mais en fait, ils vont profiter pour se nourrir aussi des œufs d'oie et de leurs poussins. La question suivante va concerner le meilleur moyen de protéger les nids pour les oies. D'après vous, est-ce que ce serait le camouflage? Les œufs seront d'autant mieux protégés s'ils sont bien cachés dans la toundra, dans la mousse de la toundra. Ou alors, est-ce que vous pensez que ce serait plutôt l'attitude des parents? Plus ils sont agressifs, plus ils veulent protéger leur nid, mieux ça va marcher. Ou enfin, est-ce que vous pensez que c'est le fait d'installer le nid dans une zone où le prédateur est moins bon qui va faire en sorte que le nid sera mieux protégé? Je vais vous laisser quelques secondes. Là, je vous ai fait une petite blague en fait. Toutes les réponses sont bonnes. C'est juste dépendamment de la phase de la reproduction. Rappelez-vous, il y a 3 phases dans la reproduction. C'est dépendamment de ces phases-là que la méthode va être plus ou moins efficace. Donc si on se rappelle bien, la première phase de la reproduction, c'est l'initiation. Puis là, rappelez-vous, la mère, la femelle, va pondre ses œufs et puis ensuite, elle va repartir pour manger. Pendant cette période-là, c'est vraiment le fait de cacher les œufs qui va être super optimal, super efficace pour préserver la sécurité des œufs. Puis, ce qui est assez drôle à voir sur le terrain, c'est qu'il y a certaines femelles qui sont vraiment très bonnes pour cacher les œufs. On pourrait presque marcher dessus quand on marche dans la toundra parce qu'on ne les voit pas du tout. Puis, il y en a d'autres qui sont vraiment moins bonnes, c'est-à-dire qu'on les voit de très loin. Ensuite, pendant la deuxième phase de la reproduction, l'incubation, rappelez-vous, encore une fois, la femelle passe quasiment tout son temps sur le nid. La seule fois qu'elle sort, c'est juste boire. C'est juste pour boire, excusez-moi. Donc finalement, ce qui est important ici, c'est vraiment l'agressivité des adultes. Plus les deux, parce qu'il y a le mâle aussi qui est toujours là à côté de sa femelle, plus ils vont être agressifs avec peu importe ce qui s'approche, plus les œufs vont être en sécurité. Puis encore une fois, c'est assez drôle à noter que sur le terrain, il y a certains individus qui vont être très bons pour défendre leur nid, même contre les humains. Ils arrivent à gagner parfois. Mais il y en a d'autres que, dès que vous vous approchez de 10, 15, 20 mètres, déjà, ces oies-là vont partir effarouchées. Et puis finalement, pendant la dernière période, puis en fait pendant toutes les périodes de la reproduction, si les oies ont installé leur nid dans le milieu humide, par exemple, parce que je vous disais que le renard est vraiment moins bon pour aller chercher les œufs dans les milieux humides, bien sûr, ça aussi, ça va favoriser la reproduction. Nous allons aborder maintenant le sujet des changements climatiques, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de l'oie, mais il nous manque cet aspect-là pour répondre à notre question. Ici, la question suivante, elle va aborder les impacts des changements climatiques en été par rapport aux températures. D'après vous, est-ce qu'on observe une augmentation ou une diminution des températures pendant l'été en Arctique due au changement climatique? Eh bien, on va observer une augmentation des températures. Et j'aimerais vous illustrer cette réponse au niveau de 2 échelles spatiales, on va dire. Ici, vous avez une carte qui vous montre, une carte du monde, qui va vous montrer les tendances donc, globales de l'évolution de la température entre 1986 et 2003. Les couleurs rouges, c'est les températures chaudes, et on observe très clairement qu'à l'échelle globale, à l'échelle du monde, ces températures chaudes montent de plus en plus vers l'Arctique. Ici,
ici, je voudrais aborder un point qui va concerner plutôt la tendance des températures à l'échelle, qu'on va dire, locale, donc plus précise, à des endroits plus précis en Arctique. La carte que vous observez est la carte du cercle polaire. Donc finalement, c'est comme si vous vous mettiez au-dessus du globe et que vous preniez une photo au-dessus du globe. Donc vous pouvez repérer ici sur cette carte le nord du Canada, le nord de la Russie, le nord de l'Europe également. Vous avez le carré rouge qui vous relocalise le site d'étude qui est l'île Bylot. Et puis ici, ça vous montre la tendance des températures entre 1966 et 2003. Et les points rouges, ça va être une tendance à l'augmentation, les points bleus, une tendance à la diminution. Donc ça représente quand même bien notre tendance globale qu'on a vue sur la carte précédemment, où il y a beaucoup de points rouges dans notre cercle polaire. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on voit, par exemple, au centre de la Russie, aussi à l'est de la Russie, mais aussi pas très loin de notre site d'étude, on voit des points bleus. Ces points bleus qui montrent qu'à cet emplacement-là bien précis, on observe une diminution des températures. Donc là, c'est un peu comme les exceptions qui confirment la règle. Mais le message que je veux vous passer ici, c'est que les tendances globales à l'augmentation de la température existent, mais ça ne veut pas dire qu'il y a certains points localisés en Arctique où on va pouvoir observer soit pas cette tendance-là, soit une tendance inverse. Mais ça ne veut pas dire que la tendance à l'augmentation n'existe pas. Ça ne veut pas dire non plus que ce qu'on a observé sur ces sites localisés où la diminution de la température est présente est fausse. Maintenant qu'on a débriefé un peu des tendances des températures dues au changement climatique en été en Arctique, on va discuter des précipitations. Donc pendant l'hiver, la précipitation, ça va être sous forme de neige, mais pendant l'été, ça va être de la pluie tout simplement. Donc selon vous, l'impact des changements climatiques en été en Arctique, est-ce que ça va provoquer plus de pluie ou moins de pluie? Je vais vous laisser quelques secondes pour y réfléchir. Eh bien, en fait, on va observer une tendance à l'augmentation des pluies, des précipitations pendant l'été en Arctique. Pour vous illustrer ça, je vais vous montrer à nouveau le même style de carte qu'on vient juste de voir. Donc, la tendance des précipitations en Arctique pendant l'été entre 1966 et 2003. Sauf que ici, les points verts, ça va représenter une tendance à l'augmentation de la pluie et les points marrons, ça va être une tendance à la diminution. Donc, vous vous rappelez quand je vous parlais de tendance globale et de tendance, puis de ce qu'on observe en local, notre tendance globale, c'est sûr, ça a été observé, c'est une augmentation de la précipitation. Mais vous voyez qu'en local, quand on regarde des points précis sur la carte, c'est beaucoup plus contrasté. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller vérifier sur notre site d'étude à nous, de venir vérifier quelles sont les tendances au niveau de la température et des précipitations. Et nous voilà arrivés à notre dernière question qui nous permet de faire la synthèse des connaissances autour de la grande loi des neiges, de sa reproduction et des changements climatiques. Alors, on vient de voir qu'en été, on observait une augmentation des températures et des précipitations, de la pluie, due au changement climatique. Mais d'après vous, l'association de ces deux événements-là, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence? Est-ce qu'on va observer l'apparition de nouvelles espèces de plantes? Ou alors, est-ce qu'on va observer une croissance de la végétation plus rapide? L'herbe pousse plus vite. Ou alors, est-ce qu'on va observer une perte des espèces végétales, certaines espèces végétales qui sont indigènes, c'est-à-dire qui sont typiques, qu'on va retrouver uniquement en Arctique? Ou bien, finalement, est-ce que ça va faire en sorte qu'on a plus de possibilités à accéder à de l'eau? Eh bien, en fait, ce qu'on va constater, c'est un phénomène qu'on appelle le verdissement de l'Arctique. Donc, en gros, pour faire simple, c'est qu'on observe une augmentation de la croissance de la végétation. La végétation pousse beaucoup plus vite. Plus d'eau, plus de température égale végétation très contente. Ça pousse vraiment bien. Et puis, dans un deuxième temps, on va aussi observer une augmentation à l'accès à l'eau pour les espèces qui en ont besoin. Pourquoi? Parce que finalement, le sol de la toundra, ça va être vraiment des petits creux et des petites bosses tout partout. Ce qui fait que s'il y a des pluies importantes qui arrivent, ces petits creux vont se remplir, mais ce sont des sources d'eau qui vont être éphémères dans le temps. C'est-à-dire que ça ne va pas durer très longtemps. Ça va aller de quelques heures à 1-2 journées gros maximum.
Donc cette dernière question marque la fin de la synthèse des connaissances, du bilan des connaissances sur la grande oie des neiges, sa reproduction et les changements climatiques pendant l'été en Arctique. Donc il est venu le temps d'émettre les hypothèses. Donc je vous rappelle, émettre des hypothèses, c'est essayer de répondre avec les connaissances qu'on a à la question. Donc oui, non, le changement climatique, les changements climatiques vont avoir un impact sur la reproduction de la grande oie des neiges. Pourquoi? Et si oui, est-ce que ça va augmenter, diminuer? Et encore une fois, surtout ce qui est important, c'est de justifier avec vos connaissances. Donc, votre enseignant va vous distribuer une fiche sur laquelle vous allez pouvoir répondre, tenter de rédiger votre hypothèse. Je vais vous laisser plusieurs minutes pour travailler là-dessus et je vous conseille d'éteindre la vidéo ou de la mettre sur pause en attendant. Donc maintenant que vous avez émis vos hypothèses, on va les mettre de côté pour pouvoir ensuite les valider ou non avec l'analyse des données qu'on a sous la main. Donc en sciences, pour faire simple, on a deux types de données. On a des données qui vont être enregistrées, acquises par d'autres laboratoires de recherche ou d'autres organismes et qu'on peut utiliser. Et vous avez des données que vous allez créer vous-même par une expérience. Donc c'est des données expérimentales. Ici, vous allez voir qu'au travers des prochaines diapos que je vais vous montrer, on va utiliser ces deux types de données. Donc le premier type de données, ça va concerner finalement la température de l'air et la quantité de précipitations qu'on a observées à l'île Bylot pour ces dernières années. Votre professeur va vous distribuer une fiche qui va vous aider à tirer les informations du graphique que je vais vous présenter, qui vous montre l'évolution de la température de l'air pendant les saisons de reproduction de la grande oie des neiges entre 1995 et 2017. Donc sur ce graphique, l'axe vertical vous présente la température de l'air et l'axe horizontal, c'est les années. Un point, c'est la saison de reproduction de la grande oie des neiges pendant cette année. Ce point-là, c'est la valeur moyenne de la température de l'air ressentie par l'oie pendant qu'elle se reproduisait finalement. Ensuite, vous avez trois lignes horizontales. La ligne horizontale qui est pleine vous présente finalement la valeur moyenne de la température au travers de toutes ces saisons de reproduction. Donc on en a 23 au total. Ensuite, les lignes en pointillés, ça va vous représenter un peu les seuils d'extrême. Si vous avez des températures pour des saisons de reproduction qui sont au-dessus de la ligne pointillée du haut, ça veut dire que ces saisons de reproduction-là étaient extrêmement chaudes. À l'inverse, si vous avez des valeurs qui se situent en dessous de la ligne pointillée du bas, ces saisons de reproduction-là étaient extrêmement froides. Donc maintenant, je vais vous laisser quelques temps, puis je vous propose de mettre en pause la vidéo pour pouvoir répondre aux différentes questions que vous avez sur votre fiche. Alors malheureusement, je ne suis pas avec vous et donc je ne peux pas voir vos réponses, mais je vais vous donner les miennes. Ici, je vais juste vous donner le nombre d'années totales qui sont en moyenne plutôt chaudes, donc le nombre de saisons de reproduction totales qui étaient plutôt chaudes, donc au-dessus de la ligne horizontale droite comme complète, et on obtenait 10 saisons de reproduction plutôt chaudes. À l'inverse, votre total vous amène à 12 saisons de reproduction plutôt froides, et finalement, il y en avait juste une seule qui était pile poil sur la moyenne. Dans un deuxième temps, ce qui est intéressant à regarder, c'est le nombre de saisons de reproduction qui étaient dans les extrêmement chaudes ou dans les extrêmement froides. Ce qu'on observe, c'est qu'on a 3 saisons de reproduction extrêmement chaudes contre 4 extrêmement froides, mais finalement, elles sont simultanées, c'est-à-dire qu'elles arrivent les unes après les autres. Elles alternent. Donc, ce n'est pas évident de dire s'il y a une tendance à l'augmentation ou à la diminution. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, je me disais, ça donne l'impression que ça diminue un petit peu. Mais comme je n'étais pas sûre, il fallait confirmer avec des logiciels informatiques. Puis finalement, ce que ces logiciels-là m'ont apporté comme réponse, c'est qu'il n'y a pas de tendance dans la température de l'air à Bylot. Nous allons maintenant faire le même petit travail, mais tous ensemble, et puis pour la précipitation cumulée pendant les saisons de reproduction de la grande oie des neiges à l'île Bylot. Donc précipitation cumulée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout simplement, vous mesurez la quantité, le volume de pluie qui tombe au sol tous les jours,
du premier jour de la saison de reproduction de la Grande Oie des Neiges au dernier, et finalement vous additionnez tout ce que vous avez obtenu. Ici, le graphique est légèrement différent. C'est un graphique, c'est un histogramme ou un graphique en bâton. L'axe vertical vous montre la valeur de précipitations cumulées. Et puis l'axe horizontal, encore une fois, ce sont les années qui vont de 1995 à 2017. Donc la valeur de précipitation cumulée que vous observez qui varie d'une année sur l'autre, c'est vraiment la quantité de pluie qui est tombée pendant que les oies se reproduisaient. Encore une fois, vous trouvez mes 3 lignes horizontales. Celle qui est pleine, ça représente la valeur moyenne tout au long des années qu'on a suivies, donc entre 1995 et 2017. Et encore une fois, vous avez les 2 lignes horizontales en pointillés qui vous font office de seuil d'extrême. Donc, les années au-delà, ça va être extrêmement humide cette fois, et les années qui présentent une valeur en dessous, ça va être des années qui vont être extrêmement sèches. Ici, ce qu'on observe, c'est qu'on va avoir, si vous regardez mes étoiles rouges sur le graphique, on va avoir 9 saisons de reproduction de la Grande Oie des Neiges qui vont être plutôt humides par rapport à ma ligne horizontale pleine. À l'inverse, on va avoir 14 saisons de reproduction qui vont être plutôt sèches. Maintenant, si on regarde les années, les quantités de précipitations extrêmes pour ces saisons de reproduction, si vous voyez mes barres en vert foncé, on va observer 4 saisons de reproduction qui vont être extrêmement humides, contre 5 saisons de reproduction qui vont être extrêmement sèches. Donc vous, je serais bien curieuse de savoir ce que vous en pensez, mais moi, encore une fois, je me disais, oulala, c'est pas flagrant, c'est pas très marqué, mais j'ai vraiment l'impression, mon feeling, ce serait plutôt qu'il y ait une tendance à la diminution des précipitations. Encore une fois, il a fallu que je me tourne vers un logiciel informatique pour me confirmer ce que je pensais. Et puis, encore une fois, je me suis trompée. En fait, on n'observe aucune tendance des précipitations pendant les saisons de reproduction de la Grande Oie des Neiges entre 1995 et 2017. Donc c'était assez une surprise. Et là, vous vous rappelez, finalement, notre site d'étude se place également dans une des exceptions qui confirme la règle des grandes tendances du climat. Bon, eh bien là, on a comme un petit problème, parce que rappelez-vous, nous, on veut mesurer l'impact des changements climatiques, c'est-à-dire l'augmentation de la température et l'augmentation des précipitations sur la reproduction de la Grande Oie des Neiges. Mais malheureusement, ou heureusement en fait, sur notre site d'étude, on n'observe pas ces tendances-là. Donc comment on pourrait faire pour mesurer l'effet potentiel des changements climatiques sur notre population d'oies à nous que nous, on suit? Et c'est là que notre deuxième type de données en sciences va prendre toute son importance. Vous vous rappelez, les données expérimentales. En fait, on a décidé de simuler les impacts des changements climatiques, donc l'augmentation de la température et de la précipitation, sur des nids d'oies, dont on va surveiller la reproduction pour voir s'il y a un effet ou pas. Alors, comment on pourrait simuler les changements climatiques sur notre espèce? Bon, en se creusant un peu la tête, on se rappelle que, vous vous rappelez ma dernière question de mon questionnaire? Qu'est-ce qui se passe quand on a une augmentation de la température et des précipitations en même temps en Arctique pendant l'été? On a l'herbe qui pousse plus, la végétation qui est plus abondante finalement, puis on a aussi de l'eau qui est plus abondante, plus facilement accessible. Alors on a décidé de mettre en place une expérience qui consistait à rajouter de l'eau et de la nourriture à côté des nids d'oies et de mesurer quelle était l'influence de ces apports sur la reproduction de la Grande Oie des Neiges. Qui dit expérience dit protocole expérimental. Donc, qu'est-ce que c'est un protocole expérimental? C'est un grand mot juste pour dire que c'est votre mode d'emploi de votre expérience. Ça va permettre de détailler quand est-ce que vous allez la faire, comment vous allez la faire, pendant combien de temps, tout ce qu'il vous faut, le matériel qui va vous être nécessaire. Puis je vous rappelle que c'est d'autant plus important que vous allez faire des expériences en Arctique où vous êtes isolé. Donc s'il vous manque quelque chose, du matériel, vous n'allez pas pouvoir aller au magasin d'à côté pour aller récupérer ce qu'il vous manque. Donc, un des points très importants dans le protocole expérimental, c'est aussi de décider où est-ce qu'on va installer notre expérience. Donc, je vous rappelle, nous, on veut trouver des nids dans notre site d'études
à côté desquels on va rajouter de l'eau et de la nourriture. Puis c'est là que moi, je vais vous faire travailler un petit peu. Dans les diapos qui vont suivre, je vais vous présenter la carte du site d'étude, de la colonie de reproduction de la Grande Oie des Neiges. Donc dans toute cette zone-là que vous voyez, toute la carte, on peut retrouver des nids, mais cet espace-là, c'est un peu trop grand pour aller mettre nos expériences un peu partout. Donc on va vouloir délimiter une zone plus petite et choisir des nids à l'intérieur de cette zone-là. Donc je vais vous expliquer les différentes choses qu'on voit sur la carte, et ensuite ça va être à vous de repérer, de choisir sur la fiche que votre professeur, votre enseignante va vous distribuer. Ce sera à vous de choisir la meilleure des zones selon vous. N'oubliez pas que vous avez une deuxième fiche sur laquelle vous avez des indices qui vont être vraiment importants pour vous aider à choisir. Donc tout de suite, je vais commencer à vous expliquer la carte. Ici, j'ai commencé par vous indiquer où est-ce que se situe le camp. Ici, c'est le camp secondaire que vous voyez sur la photo, donc il est plus rudimentaire que le camp principal que je vous ai présenté avant. C'est juste des tentes avec juste une petite clôture anti-ours autour. Puis, juste pour votre information, ce camp-là, on l'installe à chaque début de saison et on le désinstalle complètement à chaque fin de saison. Donc, tout disparaît après notre passage. La deuxième chose importante de cette carte, ça va être les zones en vert. Les zones en vert, ça vous illustre où est-ce qu'on va trouver la toundra humide. Et tout ce qui n'est pas des zones vertes, ça va être de la toundra sèche. Donc rappelez-vous, je vous avais dit, il y en avait beaucoup plus dans le paysage des zones sèches que des zones humides, et c'est vraiment ce que vous pouvez voir sur cette carte. Maintenant, les lignes oranges. Alors ces lignes oranges, c'est quelque chose de très important parce qu'elles représentent les rivières. Puis les rivières, en début de saison, à la fin du printemps, début de l'été, en Arctique, c'est pas très problématique parce qu'elles sont encore gelées. Donc vous pouvez les traverser en marchant dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, très rapidement, quand la fonte va commencer, ces rivières-là, ça peut vraiment devenir des obstacles majeurs à traverser et relativement dangereux. Donc vous n'avez vraiment pas le goût de devoir dealer avec les rivières plusieurs fois dans votre semaine pour aller suivre des nids. Enfin, il va y avoir 2 zones humides dans lesquelles on ne va pas pouvoir venir installer notre expérience parce qu'il y a des collègues qui travaillent là depuis un certain temps. Vous vous rappelez, je vous avais dit plus tôt que le suivi de la reproduction de la Grande Oie des Neiges, elle était faite depuis 1989. Et bien, c'est dans une de ces régions, de ces zones humides, que ce suivi est effectué. Donc, on ne va vraiment pas venir embêter le travail que nos collègues font dans cette zone-là. Vous avez une deuxième zone dans laquelle il va y avoir le suivi de la reproduction du lemming qui est faite depuis plusieurs années. Et encore une fois, il ne faut pas venir déranger cette zone-là. Le lemming, qu'est-ce que c'est ? En fait, j'en ai profité pour vous mettre une photo pour vous montrer à quel point c'est vraiment mignon. En fait, c'est un rongeur qui est vraiment très, 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 très important, la toundra. C'est vraiment pas très grand et c'est super mignon, en fait. Donc maintenant, ça va être à vous d'aller choisir sur votre fiche, d'après vous, laquelle de ces 3 zones serait la meilleure pour pouvoir installer notre expérience, c'est-à-dire rajouter de l'eau et de la nourriture sur des nids d'oies. Ça va être à vous. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause et puis on se retrouve juste après pour la réponse. Donc pour la réponse, je vous propose de procéder par élimination. Si on commence par la carte 1, c'est plutôt pratique, il n'y a pas de rivière à traverser, il y a des milieux humides, il y a des milieux secs, parce que je vous rappelle, les oies se reproduisent différemment dans les milieux humides et secs via leurs prédateurs. Mais ce qu'on observe, c'est que nos milieux humides, c'est juste ceux dans lesquels on n'a pas le droit d'aller. Donc la carte 1, ce n'est pas la bonne carte. Maintenant, si on regarde la carte 3, beaucoup de rivières à traverser, puis ça, on n'a vraiment pas envie de ça. Puis finalement, on observe qu'il n'y a pas vraiment de milieux humides dans lesquels mettre notre expérience. Finalement, il nous reste la carte 2 qui va être la bonne réponse. Sur la carte 2, la zone qui est délimitée est vraiment pratique parce qu'on a une distance de marche raisonnable du camp, rappelez-vous, la petite étoile jaune. Et puis, on a aussi accès à des milieux humides autant que de milieux secs. Et finalement, on n'a pas de rivière à traverser, on peut juste les contourner. Donc, moi, j'y voyais là que des avantages et finalement aucun inconvénient. Puis juste pour votre information, sur cette diapo-là, vous voyez des points de différentes couleurs. Chaque point, c'était un nid sur lesquels j'avais mis
de la nourriture ou de l'eau. Donc les points bleus, c'était de l'eau, et les points oranges, c'était la nourriture. Puis ça, c'était les nids que j'avais suivis pour la dernière année de mon expérience, parce que je l'ai faite pendant 3 ans, pendant mes 3 saisons de terrain. Juste pour vous dire que là, on voit 120 nids, ça fait beaucoup de nids, mais on a eu des très bons résultats, et ça, c'était grâce à l'aide de mon assistant de terrain vraiment génial qui m'a permis de faire un très beau travail et d'obtenir des très bons résultats qu'on va ensuite analyser. Donc nous arrivons maintenant à l'étape de l'analyse des données qu'on a récoltées sur le terrain. Donc rappelez-vous, on a décidé de faire une expérience pour simuler les impacts du changement climatique sur les nids d'oies. Pour voir si on a un impact avec l'ajout de l'eau et de la nourriture, il va falloir que l'on fasse le suivi des nids. Le suivi des nids, c'est qu'on va surveiller aux 2 ou 3 jours, comme je vous disais tout à l'heure, on va surveiller si on a toujours le même nombre d'œufs qu'au départ, s'il nous en manque. Dans ce cas-là, s'il nous en manque, ça veut dire qu'il y a eu de la prédation, qu'un renard est passé par là pour piquer un œuf. Parfois, il va manquer tous les œufs. Donc ça, ces nids-là, on va dire qu'ils sont en échec. Il n'y a pas eu de reproduction possible parce que le prédateur a mangé tous les œufs. Mais il va y avoir bien sûr les autres nids qui, jusqu'à la fin de la reproduction, de la période de reproduction, l'éclosion, il va rester des œufs dans les nids, les poussins vont naître et ces nids-là sont à succès. Donc à partir de là, nous allons obtenir des taux de succès de nidification que vous voyez ici sur ce graphique qui est un histogramme. La barre verticale, c'est la variation du taux de succès de nidification. Plus vous êtes vers 1, plus le taux est bon, plus votre reproduction est bonne. Ici, vous voyez les taux de succès de nidification pour les nids témoins par milieu, donc dans les milieux humides et dans les milieux mésiques, et aussi par année, en 2015, 2016, 2017. C'est les 3 années où on a fait de l'expérience. Jusque-là, je ne vous avais pas parlé des nids témoins. Qu'est-ce que c'est les témoins? En fait, c'est des nids qu'on va suivre, mais sur lesquels on n'a mis ni de l'eau, ni de la nourriture, ce qui permet de pouvoir comparer les résultats qu'on va obtenir avec les nids sur lesquels on a mis de l'eau ou de la nourriture. Le groupe témoin, quand vous faites une expérience, c'est super important. Vous êtes obligé de l'avoir, sinon votre expérience n'a pas de valeur. Je vais vous laisser quelques minutes pour remplir la fiche que votre professeur a dû vous distribuer. Ici, ça va être une fiche qui va nous permettre d'exploiter les informations qu'on va obtenir grâce à ces graphiques, finalement. Je vais vous laisser un peu de temps pour remplir le tableau et les 2 questions qui suivent. Et peut-être vous devriez faire pause pour vous laisser du temps pour les remplir. Et puis, on se retrouve dans peu de temps pour discuter de la réponse. On va observer plusieurs choses sur ce graphique concernant les nids témoins. On va pouvoir tirer plusieurs informations très intéressantes. Déjà, la première chose, si on compare entre les 2 milieux, le taux de succès de nidification pour chaque année, la première chose intéressante qu'on observe, c'est que dans les milieux humides, la reproduction est meilleure pour les 3 années que dans le milieu mésique. Puis ça nous rassure parce que c'est ce que la littérature, le bilan des connaissances qu'on a fait dans notre première étape de la démarche scientifique nous disait. Donc ça marche bien. Ça veut dire que nos données fonctionnent bien. Ensuite, la deuxième chose qu'on observe, c'est que les taux de succès de nidification qu'on obtient pour l'année 2015 et 2016 semblent pas mal identiques. Mais par contre, pour l'année 2017, on voit très nettement un déclin, une chute, une diminution des taux de succès de nidification pour notre groupe témoin. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus tard pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, vous allez être à nouveau amené à retravailler sur votre fiche, cette fois pour exploiter, pour tirer les informations des résultats qu'on a obtenus pour les nids sur lesquels nous avons rajouté de l'eau. Pour faire ça, il va falloir que vous compariez de milieu à milieu la valeur du taux de succès de nidification que vous obtenez pour les témoins et ensuite pour les nids sur lesquels on a mis de l'eau. Puis vous pouvez faire ça pour les 3 années. Encore une fois, je vous propose de mettre la vidéo en pause et on se retrouve pour parler des résultats de l'expérience. La réponse des oies dans leur reproduction à cette expérience est assez unanime. Là, ce que vous observez, c'est que pour n'importe quelle année, en 2015, 2016 ou 2017, si vous comparez le taux de succès de nidification dans les milieux mésiques et dans les milieux humides, à partir du moment où on rajoute de l'eau, ça améliore cette reproduction.
Donc, c'est vraiment un beau résultat pour cette expérience. Alors, pourquoi? On va regarder ça tout de suite. Déjà, quand on obtient un effet aussi fort de cette expérience, c'est sans doute lié au fait que l'effet de l'eau va se faire ressentir sur une longue période de temps. La loi, comme tout être vivant, a besoin de boire, elle ne peut jamais s'arrêter de boire. Elle a toujours besoin de boire régulièrement, ce qui fait qu'à partir du moment où on met de l'eau, on va avoir un effet jusqu'à la fin de la reproduction, donc du début à la fin de reproduction. Ensuite, ce sur quoi ça va jouer, ça va être vraiment sur sa relation avec son prédateur. Vous vous rappelez, je vous disais que pour la reproduction d'une espèce proie, d'une espèce qui se fait manger par un autre animal, ce qui va influencer sa reproduction, ça va être vraiment la relation entre son prédateur et elle-même. Ici, ce qui se passe quand on met de l'eau juste à côté du nid, c'est que l'oie, elle n'a pas besoin d'aller très loin pour boire, ce qui fait qu'elle est très proche de son nid. Par conséquent, elle est très capable de voir, elle est très efficace pour repérer n'importe quel prédateur qui s'approche de son nid et donc de le défendre. Donc le fait d'avoir de l'eau tout à côté de son nid permet d'être très très efficace pour repousser les prédateurs et protéger ses œufs. Regardons maintenant les résultats que nous avons obtenus avec l'ajout de nourriture sur les nids d'oies. Ici, vous observez le même type de graphique que vous avez juste avant, mais au lieu de voir les résultats, les barres bleues qui étaient les résultats pour l'eau, vous voyez maintenant des barres oranges qui représentent les résultats qu'on obtient avec l'ajout de nourriture. Ici, on voit plusieurs choses. Alors, la première, qui était plutôt rassurante et qui collait aux informations qu'on avait quand on a fait notre bilan des connaissances, c'est qu'on observe toujours, au cours des 3 années 2015, 2016, 2017, que nos milieux humides vont présenter une meilleure, les oies dans les milieux humides vont présenter une meilleure reproduction que les oies dans les milieux secs, pour le groupe où on leur a mis de la nourriture. Par contre, quelque chose qui, moi, personnellement, m'a un petit peu inquiétée, et puis je suis certaine que vous avez remarqué, c'est que quand on compare le groupe témoin et le groupe avec de la nourriture, pour les années 2015 et 2016, on a l'impression que la reproduction des oies qui ont eu de la nourriture est un peu moins bonne. Donc, c'était bizarre. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que j'attendais. Mais l'année 2017, par contre, au contraire, ça nous montre la tendance vraiment inverse, où on a l'impression qu'on améliore vraiment la reproduction des oies quand on leur donne de la nourriture. Mais vous vous rappelez, comme avec la température de l'air à Bilot et aussi les tendances des précipitations, quand on n'est pas sûr, on est toujours mieux de confirmer avec un logiciel informatique. Puis là, c'est ce que j'ai fait aussi sur ces résultats-là. Et ce qu'on observe, c'est que finalement, en 2015-2016, les taux de succès de nidification des groupes qui ont reçu de la nourriture n'étaient pas différents des groupes témoins. Donc, en d'autres termes, l'expérience qu'on a faite sur ces nids-là pendant ces 2 années-là, ça n'a pas eu d'effet, ça n'a pas fonctionné. Hein. Du moins, on n'a pas eu l'effet qu'on voulait. Par contre, pour l'année 2017, il y a une différence réelle qui existe et la reproduction des oies qui avaient de la nourriture à côté de leur nid était améliorée par rapport au groupe témoin. Alors pourquoi ces résultats? Eh bien, il va y avoir eu plusieurs choses au niveau des conditions climatiques à l'île Bilot pour cette année-là. Déjà, l'hiver qui a précédé l'été 2017, il y a eu beaucoup de neige qui est tombée. Et ensuite, pendant l'été 2017, les températures étaient très froides. Donc ça a eu pour conséquence que la neige a fondu très lentement et que la période de la fonte a été vraiment très longue aussi dans le temps. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour les oies? Eh bien, elles sont arrivées comme d'habitude sur leur site de reproduction. Puis là, normalement, la neige a commencé à fondre et puis il y a des spots où elles peuvent avoir accès à de la nourriture et commencer à s'alimenter beaucoup. Mais là, ça n'a pas du tout été le cas. C'était blanc partout, je peux vous le dire, c'était impressionnant. Et donc, elles n'ont pas pu commencer à manger. Elles ont eu aussi un problème pour trouver des endroits pour créer leur nid. À ce point-là, c'était impressionnant. Donc, ça explique pourquoi, au moment où nous, on a rajouté de la nourriture sur les nids d'oies, ça les a vraiment renforcées. Elles ont été capables d'avoir une meilleure reproduction, parce qu'elles avaient plus d'énergie finalement, que celles qui avaient eu peu à manger et qui étaient finalement en moins bonnes conditions pour maintenir leur reproduction et protéger leurs œufs. Maintenant qu'on a analysé nos résultats et puis qu'on a trouvé aussi des explications aux résultats qu'on a obtenus, il est temps de tirer des conclusions et ainsi de valider ou pas les hypothèses qu'on a émises au début. Donc je vous rappelle, notre question c'était de savoir si les changements climatiques en Arctique pouvaient influencer la population de la grande oie des neiges au travers de leur reproduction.
Dans un premier temps, on a observé que sur notre site d'étude, il n'y avait pas de tendance de la température et des précipitations. On a donc décidé de faire une expérience pour simuler ces impacts sur la reproduction des oies que nous, on pouvait suivre. Puis, finalement, ce qu'on a obtenu, c'est que si on augmentait la nourriture, ce qu'on a pu faire la dernière année finalement, notre reproduction est meilleure. Si on augmente l'accès à l'eau, notre reproduction est également meilleure. Donc on peut en déduire que, effectivement, les impacts des changements climatiques vont influencer la population de la grande oie des neiges en la faisant augmenter. Maintenant qu'on a tiré nos conclusions, qu'on est passé au travers de toutes nos étapes de la démarche scientifique pour répondre à une question scientifique, j'aurais une dernière question à vous poser. D'après vous, l'augmentation d'une population dans la nature, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je vais vous laisser un petit peu de temps pour y réfléchir. Eh bien, je vais répondre à cette question en vous prenant l'exemple de la petite oie des neiges. La petite oie des neiges, c'est un oiseau migrateur qui est vraiment très proche de la grande oie des neiges que j'étudie. Elle aussi, elle va passer ses hivers dans le sud, emprunter la route migratoire pour aller se reproduire dans une autre région dans le nord. Ce qu'on a observé de cette espèce, c'est que depuis 1970, la population a littéralement explosé et on a vraiment des grandes difficultés à la réguler, c'est-à-dire à ralentir son augmentation, voire à l'arrêter, et même l'idéal, ce serait de les refaire diminuer un petit peu. La conséquence de cette explosion démographique de cette population, c'est les impacts désastreux qu'elle a sur les habitats, les environnements qu'elle traverse pendant sa migration, mais aussi quand elle se reproduit. Vous observez sur ces photos à quel point elle peut dégrader son habitat en juste s'alimentant. Cette oie-là, elle va arriver, elle va se poser, elle va manger beaucoup, et puis elles sont très nombreuses, ce qui fait qu'elles vont arracher toute la végétation présente, elles vont aussi piétiner le sol, et malheureusement aussi en faisant leurs besoins, elles vont vraiment détruire le sol végétal sur les habitats qu'elles traversent, à tel point que l'herbe quasiment ne peut même pas repousser après leur passage. Ça va avoir des conséquences sur leur propre population à long terme éventuellement, puisqu'elles repassent plus ou moins toujours aux mêmes endroits, donc il va y avoir moins en moins de nourriture accessible. Mais ça va surtout et aussi affecter toutes les espèces qui vivent dans le même habitat. Alors ça peut être des espèces qui sont herbivores, qui mangent la même chose, elles vont se retrouver avec moins de nourriture, mais ça peut être aussi des espèces qui ont besoin de la végétation pour se reproduire ou se camoufler par exemple, et là, de la même manière, ne vont plus pouvoir survivre dans cet habitat-là. Donc c'est vraiment une mauvaise chose finalement, parce que ça va venir déséquilibrer complètement l'équilibre de l'écosystème duquel elle appartient. Et voilà, c'est tout pour moi. On a fini avec cet atelier de sprint de science. J'ai vraiment été ravie de pouvoir vous partager un peu de ma science que j'ai effectuée au cours de mon doctorat. J'espère que je vous ai rendu curieux pour l'article. J'espère que je vous ai donné envie de vous aussi peut-être faire de la recherche à un moment donné. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation.